On se poursuit. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de la mi-journée d'IDFM Radio Anguin. Au sommaire de ce mercredi 27 janvier 2016, nous recevrons Joseph. Il est chauffeur pour les applications Uber et chauffeur privé depuis plus de 2 ans et il a suivi de près les manifestations d'hier. Il sera notre invité à 12h20. Également dans ce journal, l'actualité locale et régionale comme chaque jour avec les taxis qui poursuivent le blocage dans la capitale, les bureaux de poste de proximité qui sont en danger. Et un nouveau président va être nommé, pour l'ensemble des régions. Nous ferons également un point sur la météo, un temps perturbé mais des températures douces pour la saison. Et puis notre coup de cœur du jour, destiné aujourd'hui à l'une des voix du rock and blues. Son album Aujourd'hui bébé retrace ses déboires, entre humour et tristesse. Rencontre avec Peter Conrad à 12h40. Enfin, n'oubliez pas de réagir pendant votre journal sur la page Facebook IDFM Radio Anguin, sur Twitter avec le hashtag IDFM et sur le live depuis le site idfm98.fr. Vous l'avez peut-être entendu ce matin, la ministre de la Justice Christiane Taubira a remis sa démission au président de la République ce matin. En désaccord avec François Hollande sur la loi concernant la déchéance de nationalité, celle-ci a préféré quitter le gouvernement. Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère et président de la commission des lois à l'Assemblée, devient donc le nouveau garde des Sceaux. On commence avec l'actualité locale et régionale. Arthur, bonjour. Les taxis manifestent calmement dans le Val d'Oise. Bonjour Sacha. Mardi matin, une cinquantaine de taxis ont pris place autour du rond-point de la Croix-Verte à Attinville. Le but est de dénoncer une concurrence déloyale et de faire réagir l'État. Mais à la différence de la manifestation parisienne, aucune volonté de tomber dans la violence à Attinville. Cédric Méraud, vice-président du syndicat des taxis indépendants du Val d'Oise, a indiqué que cette manifestation visait à expliquer la situation des taxis dans le respect de tous. Malgré tout, automobilistes et routiers sont agacés, mais patientent pendant que les gendarmes règle la circulation. Eugénie, on fait un point alors sur la situation complète à Paris et en Ile-de-France. Bonjour à tous. Malgré la nomination d'un médiateur par Matignon, le mouvement se poursuit aujourd'hui, donc ce mercredi. Certains chauffeurs ont carrément dormi dans leur voiture, porte-maillot et Bercy. La préfecture de police a déconseillé de rouler dans ces secteurs. Aujourd'hui, l'autoroute A106 est bloquée au niveau de Rungis. Et à 10h55, les automobilistes faisaient marche arrière sur cette branche de circulation. Arthur, les bureaux de poste de proximité sont en danger. Après les taxis, les professeurs et les contrôleurs aériens, les postiers étaient également en grève hier, mardi. Dans le Val d'Oise, les syndicats dénoncent la suppression programmée des bureaux de poste de proximité, entraînant la suppression de 50 emplois. Hier matin, une vingtaine de fonctionnaires ont manifesté devant la direction départementale à Cergy. On écoute le reportage de VOTV. En grève devant la direction valdoisienne de la Poste, les postiers manifestent pour sauver les bureaux de proximité. Les agents dénoncent les fermetures de plus en plus automatiques des petites structures, des fermetures qui entraînent également la suppression d'emplois. La Poste veut supprimer 50 positions de travail sur la ligne guichet, ce qui va impacter forcément derrière les conditions de travail des agents, la fermeture à terme des petits bureaux de poste qui pour eux ne sont pas rentables. Alors que la Poste, par l'intermédiaire de sa banque postale, se dit banque et citoyenne. Se retrouver devant une poste fermée, une situation devenue trop courante pour les syndicats des postiers. Ils dénoncent un accueil des clients qui va encore perdre en qualité. On a un service public qui est complètement dégradé puisque on est en train de fermer tous les petits bureaux de poste ruraux et qu'on va les transformer en agence postale communale, donc avec moins de moyens, moins d'effectifs et moins d'offres à offrir aux usagers. Donc clairement ça ne peut pas durer. On a des agents et on a des usagers qui font aujourd'hui 10-15 km pour aller chercher un timbre. C'est pas possible alors qu'il y a un bureau de poste qui existait à 600 mètres de chez eux. Contacté, la direction de la Poste affirme que 99,7% de la population valdoisienne se trouve à moins de 5 km ou de 20 minutes d'un point de contact postal et ajoute qu'aucun licenciement n'est prévu. Les syndicats annoncent d'ores et déjà
à une nouvelle journée de manifestation nationale au mois de mars. C'était un reportage d'Élodie Barros et Florent Béline, nos confrères de VOTV. Coralie, une pétition contre la fermeture surprise de bureaux de poste à Gonesse a été signée. Oui, bonjour Sacha, bonjour à tous. La ville de Gonesse a lancé une pétition titrée « Touche pas à ma poste » contre la fermeture de la poste annexe du quartier de La Fauconnière. La mairie dénonce la nouvelle gestion des employés. Ceux-ci sont rapatriés vers le bureau central en cas de besoin, d'où des fermetures sans préavis à la poste annexe. Les 8000 habitants du quartier de La Fauconnière sont furieux. La mairie demande la garantie que la poste annexe soit ouverte tous les jours de la semaine et le samedi matin. Un nouveau président des régions de France. C'est la conséquence des récentes élections régionales. Philippe Richer, qui présidait l'Alsace depuis 2010 et qui a été reconduit le mois dernier président de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, vient d'être élu président de l'Association des régions de France, ARF. Il a été ministre délégué aux collectivités locales de Nicolas Sarkozy de 2010 à 2012. Philippe Richer veut faire des régions de France un partenaire incontournable de l'État, notamment sur les questions d'emploi. Il propose d'expérimenter une gestion régionalisée de Pôle emploi, comme l'avait souhaité sans succès son prédécesseur socialiste Alain Rousset. Le Val d'Oise vient de lancer son nouveau site internet, Coralie. Le Val d'Oise lance son nouveau site internet ce mercredi. Nouveau graphisme, navigation plus intuitive, ergonomie revisitée, une arborescence plus claire. Le site de la collectivité a été repensé pour un accès facilité à l'ensemble des informations utiles et un accueil plus convivial. Multi-écran, cette nouvelle version est consultable sur tablette, smartphone et poste fixe. Elle offrira notamment un centre de ressources et un annuaire dynamique permettant de consulter, partager ou de réserver via la fonction panier les principaux documents du conseil départemental. Eugénie, Paris en fait davantage pour l'environnement. La capitale expérimente un moyen d'économiser l'énergie et de respecter la faune et la flore de ses parcs. De nouveaux lampadaires ont donc fait leur apparition au square René Le Gall dans le 13e arrondissement. Ce nouvel éclairage fonctionne aux diodes électroluminescentes appelées LED. Vous connaissez tous les LED. Mais est aussi équipé de détecteurs de mouvement. S'il n'y a pas un chat à la ronde, le candélabre fonctionne à 10% de son énergie. Mais dès qu'une présence est perçue, l'intensité lumineuse atteint les 100%. Donc, coût de l'opération Sacha, 85 000 €. 85 000 € pour l'environnement. Merci Eugénie, voilà qui est noté. Dans un instant, nous recevrons Joseph. Depuis 2 ans, il est ce qu'on appelle un chauffeur VTC, voiture de tourisme avec chauffeur. Et vous allez voir, il a un avis assez particulier sur les revendications des taxis. Restez avec nous, on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite sur IDFM Radio Anguin, 12h18. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98 FM. De retour sur IDFM Radio Anguin, merci d'être avec nous pour la suite du journal de la mi-journée. Réagissez pendant votre journal sur la page Facebook IDFM Radio Anguin, sur Twitter avec le hashtag IDFM et sur le live depuis le site idfm98.fr. Aujourd'hui sur IDFM Radio Anguin, nous recevons Joseph. Il est conducteur d'un véhicule de tourisme avec chauffeur, ce qu'on appelle VTC, depuis plus de 2 ans, à la fois chauffeur privé pour Uber mais aussi pour chauffeurprivé.com. L'homme a un avis assez précis sur cette opposition entre les taxis et les VTC. Bonjour Joseph. Merci, bonjour Sacha, merci de me recevoir, merci avec de plaisir. me donner la parole. Qu'avez-vous pensé de la manifestation des taxis hier qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui ? Alors écoutez, les taxis ont raison, les taxis ont tort. Vous voyez, il y a une demi-mesure dans cette opposition. Dans cette opposition, voilà. C'est vrai que les chauffeurs de taxi ont une licence qui coûte très cher, très très cher. 165 000 € de moyenne. Même beaucoup plus que ça, et qui a énormément baissé aujourd'hui, qui était leur capital, leur patrimoine. Et nous, les VTC, nous sommes venus il y a 3 ans par la plateforme de chez Uber ou Chauffeur Privé ou Le Cab et d'autres et tout. Et donc, ça, si vous voulez, les taxis ont raison et en même temps, les VTC, en même temps, il y avait pas assez de chauffeurs pour contenter tous les gens, la demande.
Et c'est pour ça que Uber s'est installé à Paris. Mais c'est rare d'entendre un VTC qui donne raison au taxi. C'est pas donner raison, c'est dire que il n'y avait pas assez de chauffeurs à Paris et que les VTC étaient complémentaires en fait. Mais au début, les chauffeurs de VTC, c'était plutôt des chauffeurs de maître. Alors, au début, c'est vrai, il y a 3 ans, quand Uber s'est installé à Paris, c'était une prestation de luxe. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 3 ans, il y avait des berlines de type Mercedes, Jaguar, et on donnait à des clients une prestation de luxe, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une baisse de la qualité, Il y a une baisse de la qualité, indéniable. C'est-à-dire qu'on voulait être différent. Uber avait cette idée géniale, au départ. On voulait être différent des chauffeurs de taxi qui avaient une image pas très agréable au niveau des clients. Ouais. Voilà. Il y avait une forte demande aussi des clients, c'est ça qu'il faut... Vous savez, moi, j'ai rencontré souvent le cas de figure où, entre la nuit de vendredi à samedi ou de samedi à dimanche, à 3h du matin, si vous êtes du côté du Bois de Boulogne parce qu'il y a une discothèque, pour trouver un taxi, c'est pas possible. Or, grâce à la localisation, à la géolocalisation de Uber ou chauffeurs privés... Grâce aux smartphones. Aux iPhones, aux smartphones, exactement, eh ben, vous pouvez commander directement sur votre smartphone un chauffeur qui va vous dire qu'il arrive dans 5 minutes. Et dans 5 minutes, vous avez un chauffeur qui va vous amener où vous voulez, à votre destination. Or, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui était complémentaire. Aujourd'hui, les choses ont changé parce que il fallait, si vous voulez, il fallait réglementer les VTC. Il y en a beaucoup trop aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a trop de VTC? Ouais, il y a beaucoup trop de VTC. C'est un peu n'importe quoi des fois. En quoi c'est n'importe quoi? Détaillez-nous. Parce que ce métier, c'est un métier professionnel où ça demande une rigueur. C'est-à-dire qu'il faut avoir une voiture intérieure, extérieure, propre, donner une qualité, c'est-à-dire avoir des petites bouteilles d'eau, des bonbons, donner au client, s'il veut de la musique ou une station de radio, écouter, que le voyage soit agréable. Or, on l'a vécu, ça, ça a existé. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins que ça. Grâce à nous aussi, il faut le dire, grâce au VTC il y a 3 ans, quand Uber s'est installé, les taxis ont fait des efforts. Les taxis, à l'époque, c'était tout et n'importe quoi. Et on fait énormément d'efforts. Aujourd'hui, on peut prendre Alors, c'est vrai, il y a aussi un problème de tarification, de tarifs. Les Uber sont 40% moins chers que les taxis. On est 40% moins cher de taxis. Il faut énormément travailler pour gagner sa vie. Oui, on est 40% moins cher que les taxis. Et oui, c'est ça les revendications des chauffeurs Uber. Donc ils veulent une hausse de leur salaire. Je pense que vous en faites partie. Avec, alors je ne sais pas si vous souhaitez une course minimale de 15 € et une tarification d'1,50 € au kilomètre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, on voudrait tout. On voudrait que les choses soient correctes. Qu'on puisse faire une course où on arrive à payer nos frais, nos charges, et on arrive à gagner notre vie en fin de mois. Tout le monde souhaiterait ça. Or, on est tributaire, malheureusement. C'est ça qui me fait, qui est déplorable, c'est que du jour au lendemain, on est tributaire de ces grandes plateformes qui font tout et n'importe quoi, qui vous font miroiter au départ, en vous disant... En fait, si vous voulez, mon opinion personnelle, on devient des esclaves modernes de ces grandes plateformes. Je suis désolé de le dire, mais allez-y, soyez francs, bien sûr. C'est la vérité. On devient des esclaves modernes, pourquoi? Parce qu'au départ, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes au Pôle emploi, vous avez été licencié, vous êtes à la recherche, donc vous êtes à la recherche de quelque chose pour vivre. Donc on vous prend
on vous fait miroiter en vous disant, si vous investissez sur une voiture qui, aujourd'hui, une Mercedes, c'est 40, 50 000 euros. Ah oui, minimum. D'accord. Il faut faire alors, les VTC ont été réglementés. Aujourd'hui, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Pour un véhicule de moins de 5 ans. Un véhicule de moins de 4 ans, une berline, il y a un investissement sur les assurances à titre onéreux, des personnes à titre onéreux qui coûtent relativement très cher. Tout ça, ça a été un investissement où on a été d'accord. On est parti, on a dit banco, on y va. On va avoir du travail, on y va. Et puis du jour au lendemain, lorsque vous investissez tout ça, votre temps, votre travail, vos petits économies et tout ça, du jour au lendemain, on vous dit, la course n'est plus à 8 € minimum, elle est à 5 €. On vous baisse de 30 € la course. De 3 €, oui. Au profit du client. Tant mieux. Mais nous, on n'a plus rien à gagner. Alors ça a dû vous blesser quand vous avez dû voir Uber Pop par exemple, ou n'importe qui. C'était n'importe quoi. N'importe qui pouvait devenir chauffeur, quoi. En fait, c'est des plateformes au départ. Ils avaient une excellente idée et qui est devenue un petit peu tout et n'importe quoi. Tout simplement, comment vous... alors, c'est toujours au bénéfice du client, mais comment voulez-vous qu'une plateforme qui a eu cette idée géniale de faire une prestation de luxe, du jour au lendemain fait du Uber Pop, c'est-à-dire n'importe qui a une Twingo prend un client et puis pour une course soi-disant pour joindre les deux bouts et tout ça, et puis que le chauffeur n'était ni déclaré ni avoir une assurance à titre onéreux, enfin c'était tout et n'importe oui, on se rappelle, les conditions étaient vraiment très fragiles. Il fallait avoir le véhicule en dessous de 10 ans et avoir 4 portes, mais sinon il n'y avait pas de conditions particulières. Vous en voulez, Uber, d'avoir mis à la fois tant de conditions pour vous et finalement laisser du jour au lendemain n'importe qui devenir chauffeur, et puis aussi de vous avoir baissé le prix de la course. Est-ce qu'aujourd'hui vous en voulez, Uber, à chauffeur privé, à n'importe quelle plateforme pour laquelle vous travaillez? Je dirais oui aujourd'hui. Parce que si on nous avait dit dès le départ la vérité, vous n'auriez pas fait. Je l'aurais pas fait. Je dis non, l'idée était géniale au départ parce que tout le monde s'y retrouvait. Je crois que Uber a besoin aussi de revoir un petit peu la situation. En supprimant... Mais ça les dérange pas énormément parce que c'est des grands groupes, c'est des startups qui chiffrent par millions d'euros, que nous sommes des tout petits et que on est, je répète, je suis désolé, on est des esclaves modernes. On joue sur notre faiblesse. Vous avez pensé à arrêter? Oui, tous les jours, je pense. Simplement, je ne peux pas parce que j'ai investi sur la voiture, qui est mon outil de travail, qui m'a coûté énormément cher avec les intérêts, etc. J'ai investi sur une formation où je suis resté 3 mois en formation sans être payé. J'ai investi sur beaucoup de choses, donc tout ça, il faut les rembourser. Mais je peux vous dire que si demain je finis mes remboursements ou si demain j'ai une opportunité, oui, je quitte Uber sans hésiter. On ne peut pas travailler sans motivation. Voilà. Je crois que vous n'avez pas osé prendre votre véhicule hier dans la journée pour aller travailler. Est-ce que c'est dangereux d'être chauffeur privé aujourd'hui à Paris? Oui, très dangereux. Oui, très dangereux parce que vous pouvez tomber... je vous dis encore, les taxis ont raison et ont tort, parce qu'on leur a pris une part de marché, mais c'est pas les VTC qui ont pris la part de marché. C'est qui alors? Mais c'est les grands groupes, c'est les grandes plateformes comme le Cab, chauffeur privé, comme Uber, et bien d'autres. Vous savez, moi je vais vous donner juste un exemple. Allez-y. Amazon, grande librairie au monde. Les librairies ne font pas grève ou manifestent sur Amazon. C'est clair. Voilà. Parce qu'on a besoin... Aujourd'hui, il y a un air nouveau. Les gens ont besoin
de surfer sur Internet, ont besoin de prestations. On peut le trouver sur un smartphone et tout. Il y a de la place pour tout le monde, c'est ça que vous dites ? Il y a de la place pour tout le monde, absolument. Pour conclure, ma question, elle rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les taxis n'aiment pas la concurrence, quoi ? Dès qu'ils ont vu le développement d'Uber, de chauffeurs privés, ils sont tout de suite rebellés. On a l'impression que les taxis, ils n'aiment pas du tout la concurrence. C'est d'ailleurs la question que je posais hier à notre chauffeur de taxi, Roselyne. Je vais être très franc. Les taxis, c'est un monopole. Je vais citer même les gens qui ont ce monopole, les GSL, les taxis bleus et tout ça, qui font aussi miroiter des petits artisans qui n'ont pas de travail. On leur donne une formation, on leur donne les finances pour acheter une licence. Vous savez, acheter une licence à 200 000 dans une banque, ça représente 300 000 au total, avec les intérêts. Imaginez ce le prix a baissé un peu, là, c'est à 165 000, mais parce que c'est par rapport à la demande. Le poids de ces artisans, bien sûr. de cet investissement et le poids qu'ils ont, le mal de vente qu'ils ont quand ils savent qu'ils ont un crédit de 200 000 euros pour pouvoir travailler. Ah oui. Et que du jour au lendemain, chacun... C'est pas un crédit immobilier ou... Oui, c'est pas un crédit immobilier et tout. Je vous remercie, Joseph, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chauffeur VTC depuis plus de 2 ans. Notre invitation. C'est moi qui vous On va se retrouver dans un instant sur IDFM Radio Anguin pour la suite du journal de la mi-journée, avec la suite de l'actualité locale. Et enfin, notre coup de cœur du jour, Peter Conrad. Il vient d'arriver, c'est un bluesman qui habite Montmorency. Il sort un nouvel album, Bébé, et sera l'invité de Coralie en dernière partie de journal. À tout de suite. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98 FM. Vous écoutez le journal de la mi-journée d'IDFM Radio Anguin. Merci d'être avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez réagir pendant ce journal interactif sur les réseaux sociaux avec le hashtag IDFM, sur le live depuis le site idfm98.fr ou depuis notre page Facebook IDFM Radio Anguin. Revenons à l'actualité locale si vous le voulez bien, Eugénie, avec 2 nouvelles pistes cyclables qui vont être aménagées à Vernouillet. 2 nouvelles pistes cyclables vont être aménagées à Vernouillet, c'est dans les Yvelines. Le chantier devrait être lancé en février et durera 2 mois avant un 3e tronçon entre le centre-ville de Vernouillet et Triel-sur-Seine en 2017. Le déroulement des travaux sera exposé lors d'une réunion publique prévue ce mercredi à partir de 20h et ça se passe à la mairie de Vernouillet. Coralie, que va devenir le hall de la Banque de France à Pantin ? C'est dans le vaste hall de la Banque de France, avenue Jean Lolive à Pantin, que s'est tenue une conférence la semaine dernière sur la réhabilitation du patrimoine industriel. Et pour cause, les locaux vides depuis 2010 ont finalement trouvé un investisseur désireux de leur redonner une seconde vie. D'ici fin 2017, plus de 800 étudiants de l'École supérieure des arts et techniques de la mode S-Mode s'installeront dans cet édifice des années 1920 classé remarquable par les architectes des bâtiments de France. S'il conservera sa façade de style néo-Louis XIII ainsi que son atrium de 650 m² et sa mezzanine partielle, le projet de réhabilitation ne précise pas encore ce que deviendront les 2 salles des coffres du sous-sol. L'avenir du Grand Roissy suspendu à cause d'une décision de justice. L'agglomération du Grand Roissy est toujours bloquée. Elle ne peut pas élire ses représentants, pas avant que la justice ne tranche sur son devenir. En cause, la fronde de la Seine-et-Marne, opposée à ce mariage forcé. Cette situation pourrait devenir préoccupante si elle devait s'éterniser. On écoute le reportage de VOTV. Devant l'entrée de l'ancien siège de Roissy, Porte de France, désormais celui de Roissy, Pays de France, ces élus de Seine-et-Marne sont venus assister à une réunion pour faire le point sur la situation de la nouvelle intercommunalité géante. Parmi eux, les élus des 17 communes seine-et-marnaises qui refusent le mariage forcé avec l'Est du Val d'Oise. Ils sont venus avec un objectif bien précis. Nous allons proposer à nos collègues, c'est de dire ne restons pas dans une situation de blocage qui n'honore pas les élus. Demandons tous ensemble ce que nous avons déjà nous demandé en votant la motion qu'on va leur proposer au préfet du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne pour dire suivez l'ordonnance du juge en réactivant temporairement les intercommunalités de façon à ne pas interrompre le service public. Pour Patrick Renaud, président par intérim, pas question de soutenir ce retour aux frontières initiales en attendant les prochaines décisions de justice. Face à ce refus, la majorité des élus seine-et-marnais a quitté la réunion.
L'agglomération géante née le 1er janvier dernier est dans une situation complexe. Impossible d'élire son président et ses représentants. Un blocage qui dure déjà depuis 3 semaines, depuis la décision du tribunal administratif de Paris début janvier qui a saisi le Conseil d'État. Résultat, sans gouvernance et en période d'intérim, seules les affaires courantes peuvent être gérées. Aucun investissement ou opération nouvelle ne peut être réalisé. Une situation qui pourrait devenir inquiétante si elle durait. Jusqu'au mois de février, c'est pas dramatique. Pour autant, si cela devait perdurer, ça finirait par gêner le fonctionnement des services. Aujourd'hui, on peut, comme on dit, passez-moi l'expression, faire avec. Dans quelques mois, je pense, ou dans quelques semaines, ça risque d'être plus difficile. Donc moi, mon souhait, je dirais à l'heure d'aujourd'hui, quelle que soit la décision de la justice, c'est que la justice se prononce. Le devenir de l'agglomération Roissy-Pays de France est suspendu aux décisions de la justice, et notamment à celle du Conseil d'État qui doit se prononcer prochainement. 2 issues possibles, la validation de l'intercommunalité ou le renvoi de la question devant le Conseil constitutionnel, ce qui pourrait encore faire durer l'incertitude. C'était un reportage d'Angélique Boilet et Florent Beline, nos confrères de VOTV. Arthur, dans la ville d'Issy-les-Moulineaux, un complexe sportif va être remis à neuf. Le parc des sports d'Issy-les-Moulineaux va être rénové. Le nouveau complexe devrait voir le jour en 2020 pour des travaux qui vont débuter en 2017. L'équipement devrait compter 2 terrains de foot, un anneau d'athlétisme en extérieur, des salles dédiées au squash, au foot indoor. Une partie des locaux sera privatisable. Une académie de foot est aussi envisagée. Le coût de l'opération est estimé à 30 millions d'euros. Le forum de Vauréal vouait une opération de démolition-reconstruction. Dans l'agglomération de Cergy-Pontoise, la Maison des Cultures et Langues du Monde de Vauréal et les commerces adjacents seront détruits pour laisser place au nouveau forum. Le conseil municipal de Vauréal a voté le lancement d'un concours à destination des architectes pour la construction d'un équipement dédié aux musiques actuelles en remplacement du forum. La salle de spectacle, qui a fêté ses 20 ans en 2014, était jugée vieillissante, moche, petite et énergivore par la maire Sylvie Couchot. Et sa rénovation aurait été trop coûteuse. La nouvelle salle pourrait coûter 7 millions d'euros, dont 4 millions des financements publics. Le nouveau forum devait se voir labellisé, scène de musique actuelle par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, ce qui en fera la seconde salle du Val d'Oise derrière l'EMB de Sannois. Les travaux devraient débuter au printemps 2018 et s'achever fin 2019. Coralie, la conserverie Bonduel de Russy-Brémond est sur le point de fermer. Ce sont 62 salariés qui sont affectés par la fermeture de la conserverie Bonduel de Russy-Brémond dans l'Oise. Les ventes de l'usine, spécialisée dans la conserverie de légumes d'été, étaient en chute libre ces derniers mois. La décision a été prise lundi lors d'un comité central d'entreprise. Les employés s'y attendaient, mais c'est un traumatisme profond pour ceux qui y travaillent depuis une 30aine d'années. La conserverie fermera en 2 temps. En juin, la production cessera, les activités logistiques suivront fin septembre. Une proposition de reclassement sera faite à chacun des 62 employés. Eugénie, l'armement des policiers de Breteuil sera abordé lors du prochain conseil municipal de la ville. Les policiers municipaux de la ville de Breteuil, dans l'Oise, pourraient bientôt être donc armés. Pour l'instant, ils sont équipés d'une tonfa, une espèce de matraque, et d'une bombe lacrymogène. Mais si le conseil municipal l'accepte, les forces de l'ordre municipal pourraient être dotées donc d'une arme automatique, d'une semi-automatique. Jean Coel, maire Les Républicains de la commune, a soumis le projet donc à son conseil municipal. Une initiative qui a été applaudie donc par les policiers municipaux. On suivra ça donc de très près. Allons dans les Yvelines, Eugénie, où une aide de 500 € va être donnée pour les apprentis. C'est une bonne nouvelle pour les apprentis et les jeunes en alternance âgés de 16 à 25 ans, donc dans les Yvelines. Lors de la dernière séance du conseil départemental, une réévaluation de l'aide apportée à ces jeunes en cours de leur première année pour l'achat de matériel est passé de 150 € à 500 € et les critères d'attribution ont été modifiés. Avant, il était accordé uniquement aux enfants dont les parents étaient non imposables. Il est désormais attribué aux foyers dont le revenu n'excède pas 9 600 € pour une personne, 12 800 € pour un foyer de 2 personnes et 16 000 € pour un foyer donc de 3 personnes. Merci Eugénie.
quel temps va-t-il faire près de chez vous cet après-midi? Tout de suite, un petit point sur la météo. IDFM météo. Le temps reste assez perturbé tout au long de la journée. Cet après-midi, les pluies du matin deviennent plus abondantes et plus fréquentes. Une amélioration est cependant attendue en soirée. Les températures restent vraiment douces pour la saison, 10 degrés à Paris, 9 degrés à Sarcelles et à Compiègne. Demain, l'amélioration sera visible avec quelques rayons de soleil sur le ciel francilien, mais cela ne durera pas puisque le retour des nuages est prévu pour la fin de matinée. Les températures seront similaires à aujourd'hui avec 10 degrés de moyenne sur la région. Aujourd'hui, en ce 27 janvier, nous fêtons les Angèles. Bonne fête à nos auditrices qui portent ce prénom. Et tout de suite un point sur les programmes avec juste après notre coup de cœur, vous allez voir un homme qui a beaucoup de talent. À 13h, religion et spiritualité. 14h, chanson française. 15h, santé, forme et bien-être. 16h, balade musicale. 17h, RFI et la rediffusion de nos informations régionales et locales. 18h, croisière, la musique est sur IDFM. 19h, antenne étrangère. 20h, country souvenirs. 22h, super son des 60s. Comme d'habitude, comme chaque jour, un très très beau programme sur IDFM. Dans un instant, nous allons recevoir le coup de cœur de Coralie Ovzaruk. Et elle a bien raison, puisqu'elle va recevoir Peter Conrad. L'homme est reconnu comme l'une des voix du rock and blues. Nous reviendrons sur sa carrière, ses projets, mais surtout sur sa musique si particulière. Il sort un album aujourd'hui, Bébé. À tout de suite sur IDFM. En Ile-de-France, écoutez IDFM sur 98 FM. IDFM, toujours plus proche de vous. Bientôt midi 46 sur IDFM Radio Anguin. Merci d'être avec nous. Tout de suite, Coralie, vous recevez Peter Conrad. Peter Conrad, vous avez vécu entre blues, rock et rhythm and blues. Vous débutez par une carrière de rocker, puis vous enchaînez avec la création du groupe Les Jokers. C'était l'un des premiers groupes de rhythm and blues. Vous enregistrez 4 albums avec le trio vocal Quaker Deal. Plus récemment, en 2006, vous rencontrez Danny Boy, précurseur du rock français. Votre carrière prend alors un nouveau départ. Vous êtes notre coup de cœur du jour. Et avant de revenir avec vous sur cette carrière et votre style, je vous propose d'écouter un extrait de votre album Aujourd'hui Bébé. Aujourd'hui, babe, je vais te faire l'amour. Aujourd'hui, babe, je vais te faire l'amour. Et si tu es sage, nous le ferons tous les jours. Aujourd'hui, babe, ta vie va changer. Aujourd'hui, babe, ta vie va changer. Et si tu es sage, tous les jours vont changer. Aujourd'hui, babe, tu seras ma princesse. Aujourd'hui, babe, tu seras ma princesse. Si tu es sage, je te ferai 1000 caresses. Bonjour Peter Conrad. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Sur votre album, vous chantez en français. C'est ça la solution pour que les Français aiment le blues ? C'est sans doute une des solutions, oui. D'abord parce qu'on est en France, on a la chance d'avoir une des plus belles langues au monde, hein, la langue de Molière, je pense que difficile de faire mieux. Et puis parce que, ayant vécu aux États-Unis et m'étant produit là-bas, souvent les professionnels américains disaient « Mais pourquoi vous chantez dans notre langue ? Vous avez une langue merveilleuse, essayez d'adapter vos feelings à votre langue. » Et voilà, j'ai commencé à écrire. Donc j'ai connu les problèmes de la page blanche, et puis petit à petit la page blanche s'est remplie. Et puis aujourd'hui, il y a 11 titres. Voilà. D'accord. Sur votre album, d'où vous vient votre passion pour ce blues, justement ?
Alors ça a commencé il y a fort longtemps, dans une chorale où on a commencé à faire du gospel. Et du gospel, je suis passé au blues presque naturellement. Je suis passé au blues parce que j'ai eu la chance d'être musicien à l'époque où des groupes comme les Beatles, les Rolling Stones, Clapton, etc., Yardbirds, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Moi, en tout cas, oui, j'aime bien. Ouais. Et donc, dans les années 70, c'était la liberté musicale la plus totale. Et surtout parce que j'ai eu la chance de comprendre d'où venait le blues. Et ça va vous paraître un peu curieux, mais le blues a été, je crois, en partie créé par tous ces Européens qui sont venus s'installer aux États-Unis. Et vous retrouverez d'ailleurs dans pas mal de titres de très grandes stars des tonalités un peu espagnoles, un peu irlandaises, un peu allemandes, même allemandes. Et donc cette musique, ce blues a été magnifiquement pris en compte par les Afro-Américains qui, sur cette musique, ont commencé à expliquer leur vie, leurs problèmes, etc. Et c'est la musique de base, hein. Il n'y aurait pas eu le blues, il n'y aurait pas eu le jazz, il n'y aurait pas eu le rhythm and blues, il n'y aurait pas eu le... C'était précurseur. Vous savez, le blues, j'ai toujours ce que je dis, hein, vous prenez 2 bouts de bois, vous tapez dessus, c'est du blues. Hein. Et le blues, justement, se définit par toute cette partie instrumentale. Vous êtes d'accord, le blues, à la base, c'est de l'instrument ? Non, le blues, à la base, c'est surtout un phrasé des Afro-Américains qui parlaient de leurs problèmes de vie. Et ils avaient une guitare, vous savez, au début, il y avait une guitare avec 2 cordes. Hein. C'est après que tout ça est venu et qu'on a eu la chance d'avoir des artistes extraordinaires, notamment des guitaristes hors pair. Je parlais de Clapton tout à l'heure. En parlant de Clapton, on a tout dit, quoi. Mais il y en a plein d'autres, hein, Johnny Winter, même B.B. King qui prétend n'avoir jamais su plaquer un accord. Je peux vous dire que je souhaite à tout le monde de jouer comme lui, quoi. Et ce sont vos influences musicales, Clapton oui. Clapton, B.B. King, Buddy Guys, Winter, John Mayall, pareil. D'accord. Voilà, et puis des Noirs américains beaucoup moins connus, comme Le Noir, par exemple, de J.B. Le Noir, ou des gens comme ça, quoi. Et votre style musical, donc vous le définissez comme du rock and blues. C'est un mélange entre rock et blues. Alors ça, c'est une phrase qui a été apportée par un journaliste de rock et folk à l'époque, parce qu'en France, on ne sait pas trop faire la différence entre le rock et le blues. Donc, c'est quoi la différence, voilà, précisément ? Qu'est-ce que la différence ? Sans doute, tout ce qui tourne autour, l'aspect sociétal des choses. Le blues, c'est la musique de la vie. Le rock and roll, c'est quelque chose... je sais pas bien le définir d'ailleurs, parce que même des gens comme Presley disaient toujours qu'ils se sont sentis influencés par le blues. On le sait pas, mais Presley a commencé à chanter du gospel et du blues avant d'arriver sur cette musique, ce rythme du rock and roll. Le blues à la base du rock ? Sans le blues, il n'y a pas de rock'n'roll. C'est évident. Alors ça va faire hurler un certain nombre de gens qui pensent tout connaître de la musique, mais si on essaye d'aller vraiment au fond des choses, sans le blues, il n'y a pas de rock'n'roll. Et donc, du coup, votre style musical, c'est quoi ? C'est le blues. C'est du blues. C'est du blues. C'est de chanter la vie avec une musique qui me colle à la peau et qui m'a toujours collé à la peau. Oui, alors le blues donc, sert à raconter, vous l'avez dit vous-même, les déboires, les malheurs, notamment des Afro-Américains. C'est ce que vous souhaitez faire passer aussi dans votre musique comme sentiment ou... Oui, les 11 titres, ce sont des histoires qui me sont arrivées. C'est ce que je dis, c'est une sorte de road musical. Je parle de rencontres, je parle d'amour, je parle de votre chat. Ah, je parle de mon chat, oui. Ça, et qui s'appelle Elvis, d'ailleurs. C'est la première de l'album. Oui. Le blues de mon chat. Oui, mais le chat, c'est une histoire vraie, quoi. Un jour, quelqu'un est venu avec un chien chez moi et il y a eu un combat acharné entre le chien et le chat est parti. Et pendant 8 jours, on l'a plus revu, quoi. Et voilà, ça m'a inspiré. Mais vous avez aussi hier encore qui parle de gens très riches qui ont gagné beaucoup d'argent, on ne sait pas trop comment, et puis qui se retrouvent au fond de leur prison
Ça doit sans doute évoquer certaines personnes. J'ai perdu un ami. J'ai un ami à moi, chanteur, qui est mort sur scène. Pouf, comme ça, sous les sunlights. Donc tout ça, c'est des choses qui m'inspirent et que j'ai écrit, voilà, avec mes tripes, avec mon cœur. Alors bon, on aime ou on n'aime pas, parce que vous avez beaucoup de gens qui considèrent que le blues, ça ne peut être chanté qu'en anglais. C'est une bêtise incommensurable. Il y a eu des gens comme Bill Durham, par exemple, ou Patrick Verbeek, qui ont écrit de très très belles choses en français. Et il y a plein de gens qui écrivent de très belles choses en français. Voilà. Et donc, vous avez monté plusieurs groupes. Vous préférez la solitude ou le groupe en soi? J'aime bien la solitude au sein d'un groupe. Expliquez-nous. Non, en fait, c'est toujours problématique. Moi, je suis quelqu'un qui adore la vie de groupe. Mais c'est vrai que c'est pas toujours aussi simple qu'on le voudrait. Il y a plein d'éléments extérieurs qui font que des groupes exceptionnels sur le plan musical ne tiennent pas la route sur le plan humain. Donc, et en plus, quand vous êtes chanteur, vous avez toujours le risque de vouloir donner l'impression d'être un petit peu devant. Alors que le groupe, c'est un ensemble. Vous savez, les chanteurs sont d'excellents musiciens derrière. Ça, on le voit assez à longueur de journée. Hein. Si vous n'avez pas d'excellents musiciens qui font corps avec vous, vous pourrez toujours essayer de faire passer un message, il ne passera pas. Et en parlant de message, vous êtes en concert le 4 février à partir de 21h30 au Petit Journal de Montparnasse. Petit Journal Montparnasse. Petit Journal Montparnasse, oui, c'est à côté. C'est une salle mythique. C'est une salle mythique. Je l'ai fait déjà une dizaine de fois. À la base, c'était un club qui était essentiellement sur le jazz. Et puis qui, par la force des choses, a développé une scène un peu rock, blues. Et j'ai la chance de faire partie de ceux qui y passent assez régulièrement. Voilà. Et qu'est-ce qui nous attend lors de ce concert? La présentation de l'album, et puis également la mise en place de grands standards, comme je le disais tout à l'heure, du Baby King, du Buddy Guys, des gens comme ça. On va essayer justement de démontrer qu'il n'y a pas un langage particulier pour le blues, que toute langue peut être... Vous savez, moi je vois, sur mon compte Facebook, j'ai des gens qui font du blues au Pakistan, par exemple, et en langue pakistanaise. Je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être. Le blues, un art mondial alors? Une musique mondiale? Oui, absolument. Oui, j'aime bien ça. Oui. C'est un art majeur, en tous les cas. Vous envisagez de retourner à l'Olympia? Vous aviez été ovationné en 2007? Oui, pourquoi pas. J'aimerais bien créer une journée, une après-midi blues, en créant une scène sur laquelle il y aurait à la fois des artistes français, des artistes anglais, des artistes américains. Seulement bon, ça se fait pas en claquant des doigts. Des jeunes aussi? Comment? Des jeunes aussi sur cette scène? Mais bien sûr. Ça aussi, faut arrêter de penser que moi je suis à l'âge d'être grand-père et je peux parfaitement adorer des gens qui ont 20 ans. C'est pas le problème. C'est justement, il faut oublier tout ça. Il y a des jeunes qui jouent divinement bien du blues. Et des gens âgés qui essayent toujours d'apprendre. Donc ça veut rien dire. Je crois que c'est justement l'avantage de cette musique, c'est qu'elle est ouverte à tout le monde et elle est quand on la maîtrise un peu, c'est extraordinaire, quoi. C'est une musique. Vous pouvez jouer un morceau pendant 20 minutes. Les gens. Si je peux conclure. Bien sûr, allez-y. Prenez par exemple, je prends toujours cet exemple-là, celui d'Hallyday. Hallyday, grand, magnifique artiste, etc. Je me souviens au dernier parc, c'est pas le Parc des Princes, c'est le Stade de France. Quand il a commencé les premières notes de toute la musique que j'aime, c'était un autre. Le public est parti dans un tout autre délire, parce que c'est le blues. Merci Peter Conrad. Je rappelle que vous êtes l'une des voix les plus connues du blues. Votre 7e album s'appelle Aujourd'hui Bébé et on vous retrouve sur la scène du Petit Journal Montparnasse le 4 février à 21h30. Merci Coralie, merci Peter Conrad d'avoir accepté notre invitation. Ce journal est désormais terminé. Merci de nous avoir suivis et merci à ceux qui m'ont aidé à le préparer. Coralie Ozaric, Eugénie Depaquier, Arthur Dupont et Jean-François Dupaquier. Merci à Alex pour la technique. On se retrouve demain jeudi 12h10 pour la suite des informations régionales et locales. Merci, bonne journée à tous.